qui est intéressant à comprendre par rapport à notre affaire, et encore une fois, je dis ici de cette théorie des choses très simplistes, parce qu'encore une fois, mon propos n'est pas de rentrer dans le détail de cette théorie, mais c'est de pointer quelque chose. C'est que c'est une police des volontés. Donc l'idée, c'est d'obtenir des volontés qu'elles arrivent à s'entendre, et qui repose sur quelque chose qui en ergonomie est très important. Elle repose sur l'hypothèse que les gens sont capables. Donc d'une certaine manière, on peut dire que la théorie de l'agence fait confiance à la capacité. Elle postule la capacité des personnes. Et elle ne se cale que par rapport à l'hypothèse d'une mauvaise volonté. C'est-à-dire si les gens ne font pas, c'est pas qu'ils ne peuvent pas, c'est qu'ils ne veulent pas. Donc les gens sont supposés capables, mais par ailleurs, logiquement récalcitrants, pas volontaires. Le but de l'organisation, c'est d'obtenir des capacités qu'elle se livre dans une volonté. Mais jamais n'est mise en cause, jamais n'est mise en hypothèse que la capacité puisse être en défaut. C'est une théorie qui règle essentiellement la relation, je le disais, entre un mandataire et un mandant. Le mandant, appelé agent, c'est un manager. C'est un responsable. Il y a simplement, par extension du modèle, l'idée que cette catégorie de l'agent, dont il faut se méfier, traite au départ d'une méfiance qui s'adresse au responsable, lequel responsable lui-même est invité à reporter la même méfiance sur ses propres collaborateurs, et ce faisant, il y a donc bien l'idée d'une entreprise construite d'une manière systématique sur des méfiances générales. Confiance donc dans la capacité des agents à faire ce qu'on leur demande s'ils y ont intérêt, qui s'adosse inversement sur une méfiance dans leur volonté à accepter ce qu'on leur demande, a fortiori à le faire comme il leur est demandé. Ce qui est important à souligner ici, c'est que cette théorie inspire absolument tous les enseignements de management dans le monde entier. C'est la référence. Donc tous les managers sont éduqués dans l'idée que c'est ça, je parle devant un grand prêtre de cet enseignement aux managers, c'est ça le socle fondamental. Bien entendu, ça ne dit pas que tous les managers se comportent dans le cadre que la théorie appelle, mais c'est ce qui fait référence, la norme managériale, ce qui constitue l'idéal organisationnel, est enseigné à travers cette théorie-là. Alors, le point qui nous importe, c'est de savoir comment ces affaires-là entrent encore en rapport. Alors, j'ai déjà indiqué tout à l'heure que pour l'ergonomie, l'affaire n'est pas plus simple. Il n'y a absolument aucune évidence, de mon point de vue, à dire que les ergonomes seraient complètement au clair avec cette question de la confiance. Je crois qu'il n'en est rien, et qu'à titre très majoritaire, l'ergonomie ne s'intéresse pas à ces affaires-là, parce qu'à titre très majoritaire, l'ergonomie standard est une ergonomie sans sujet. Elle ne traite que des fonctions physiques, biologiques, mentales, cognitives, que des fonctions. Il n'y a pas de sujet. Et donc, il n'y a pas de volonté qui soit mise en jeu dans l'activité. Le travail n'engage que des fonctions. Et sous cet angle-là, la seule objection que l'ergonomie est susceptible d'adresser au management, si on accepte pour l'instant cette convention selon laquelle le management se retrouve entier dans la théorie de l'agence que je viens de dire, la seule objection, c'est l'objection de la capacité. Autrement dit, on viendra dire à l'agent, ou en l'occurrence donc au grand chef, quel qu'il soit, que ce qu'il demande n'est pas en cause dans le registre de volonté contraire, il est en cause dans l'ordre d'un dimensionnement des moyens non adaptés aux capacités réelles que les ergonomes seraient plus à même de montrer, contradictoirement à un management qui en traiterait un peu rapidement. Et donc on est sur l'ordre des ajustements fonctionnels. Ce n'est pas rien. Mais encore une fois, du point de vue épistémologique, on ne sort pas du cadre fondamental dans lequel résonne la théorie de l'agence. En aucune manière, l'ergonomie n'est fait là objection quant au principal, si je puis dire. Elle fait objection à la marge, dans l'ordre de la dimensionnement d'un moyen dont le principe n'est pas interrogé. Il faut une ergonomie de l'activité à qui je mets des guillemets parce qu'on n'a pas réglé l'affaire uniquement en s'appelant comme ça, et qu'il y a donc en réalité, sous couvert d'une ergonomie de l'activité, des vieux retours et des vieux relents d'une ergonomie qui restent sans sujet, mais ça, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, parce que là, on rentre dans des guerres microcollines.
Mais enfin quand même, du point de vue d'une ergonomie réellement de l'activité, la différence avec l'ergonomie de la tâche se joue sur la place du sujet. Dans une ergonomie de l'activité ne déroge à la tâche pas simplement par le seul fait que la prescription serait insuffisante, elle y déroge aussi par le fait qu'elle est extérieure, c'est-à-dire hétéronome. Donc on n'est pas simplement sur la question de l'hétérogénéité du monde qui échappe à la maîtrise, elle est au titre d'une hétéronomie qui renvoie au fait qu'il y a une stratégie d'opposition, de confrontation, voire d'affrontement entre des sujets et qui tourne le dos à toute hypothèse d'un modèle intégrateur dans lequel les dimensions pourraient s'ajuster fonctionnellement pour peu qu'elles s'écoutent les unes les autres, comme une ergonomie standard le vise. De sorte que, entre ergonomie et gestion, la question n'est pas si simple que ça. Elle se joue en partie. C'est le biais par lequel, évidemment, je propose qu'on les regarde. Ce n'est pas le seul. Ça n'épuise pas, bien entendu, la question. En partie par la question de la confiance et la place, le statut qu'on lui reconnaîtra. Ça se joue donc sur la place de la subjectivité dans l'activité. Si on revient sur cette définition de la subjectivité que j'avais présentée ici l'année dernière, qu'on a développée ailleurs dans des interventions diverses et des textes divers, la subjectivité est à comprendre comme la capacité d'être affecté par ce qui se passe. Autrement dit, la subjectivité, c'est à la fois une capacité et un risque, par le fait d'être vulnérable. Le concept de vulnérabilité, qui est un concept qui se promène depuis Ricoeur jusqu'à la psychodynamique, est au cœur de notre affaire. La subjectivité est la trace d'une vulnérabilité, c'est-à-dire de la capacité d'un sujet qui se sait incomplet, de se laisser atteindre par un monde, grâce à quoi à la fois il y trouve la puissance de s'y engager, mais aussi il y construit le risque d'y être dévasté, de se laisser envahir par un modèle retour. Dans un modèle de l'homme intégrable, qui est le modèle d'une ergonomie fonctionnaliste, dont on retrouve la trace dans le rapport avec la question de la gestion autour de ce qu'on appelle la macroergonomics, qui est la version américaine donc de cette affaire. La reconnaissance, inévitablement, est un piège. Et la vulnérabilité, inévitablement, seulement un risque. Et on voit comment aujourd'hui, autour des questions de la reconnaissance, le piège se referme sur un individu qui, par les attentes mêmes qu'il adresse à un monde qui le reconnaisse, organise sa dépendance à ce monde-là. Il faut un modèle de l'homme opposable, qui est l'enjeu d'une ergonomie de l'activité, pour que la reconnaissance puisse fonctionner comme un levier et la vulnérabilité une valeur ou une richesse ou une qualité. Ce sont des choses évidemment sur lesquelles il faudra que nous revenions, les uns et les autres, dans nos différentes activités, mais je dresse là ici simplement la polarité entre lesquelles, de mon point de vue, se construit la question pour l'ergonomie. La place de la confiance, ce faisant, est en regard du degré de reconnaissance que l'on a de l'incertitude, c'est-à-dire du type de rapport au réel, et la reconnaissance que l'on a de la visée de la subjectivation dans l'activité, c'est-à-dire de la place de l'hétéronomie comme étant pas simplement l'expression d'un conflit d'intérêts, ce à quoi la théorie de l'agence est tout à fait prête à en convenir puisqu'elle est organisée sur cette idée-là. L'hétéronomie ne relève pas d'un conflit d'intérêts au sens direct, mais bien d'une différence de visée subjective, ce qui n'est pas la même chose.